Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast du magazine Programmé. Alors, un podcast un petit peu spécial alors c'est une sorte de post-FOSDEM, on va dire ça comme ça. Et on a le grand plaisir d'accueillir Michael. Merci à toi d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors, je te laisse te présenter en quelques mots. Oui, volontiers. Je suis Michael Obdenacker. Je suis un ingénieur Linux embarqué, consultant, formateur. J'ai ma petite société qui s'appelle Rootcommit. Et puis, dans une vie antérieure qui est le prolongement qui est le prolongement dans le passé, j'étais le fondateur de la société Bootlin, qui est aussi assez connue dans le marché, en particulier pour ses contributions au projet open source, et puis aussi pour tous ces supports de formation qui sont intégralement libres. Donc, n'hésitez pas à aller voir sur le site de Bootlin, bootlin.com, ou maintenant aussi sur le site rootcommit.com pour découvrir toutes les ressources techniques qui sont partagées de façon libre à travers ces sites. Très très bien. Alors, comme je disais, c'est un podcast un petit peu post-FOSDEM, hein, donc si vous êtes allé à la FOSDEM et que vous avez fui la track Risque 5, qui était pour moi une des meilleures de la FOSDEM de cette année d'ailleurs, voilà. Donc toi, tu terminais en fait la journée Ouais. et tu présentais un petit peu l'état de l'art du portage de Linux et notamment Sur des du cartes noyau. bien particulières que j'avais Voilà, et choisies. c'était malade. C'était les bananas? Non, alors c'est pas les Ah non, bananas. pardon, voilà. J'ai une banana ici, clac, Banana Voilà, Pie c'était F3, les versions orange. et qui a le même processeur Oui. que ces cartes, donc les Orange Pi Voilà, RV2, c'était ça. Voilà. qui est ici, là, pour tu vois sur la vidéo. Donc c'est une carte qui est très sympa au niveau rapport qualité-prix, et puis en Oui. plus c'est du RISC-V, c'est une carte qui est très complète. C'est un bon concurrent à la Raspberry Pi 5, je dirais, Oui. pour pas mal d'aspects. En plus, elle a 2 ports PCI Express. Donc, vous pouvez brancher dessus des disques SSD, ou alors même, je crois qu'il y a des gens qui s'amusent à mettre des cartes graphiques, des choses comme ça, puisque c'est du PCI. Donc, on Ah peut oui, faire pas mal de choses. et ce qui était vraiment très intéressant avec ta session, donc tu nous présentais un petit peu le portage du pingouin, enfin de Linux Tout à fait. dessus. Et alors, tu montrais un petit peu les bons côtés et les côtés un petit peu plus durs, plus difficiles, parce que tu mettais en avant vraiment que pour certaines couches très très basses, couches hardware, en fait, il n'y a pas d'accès et il n'y a pas de dock. Alors, c'est effectivement le cas d'une des cartes. L'autre carte, la R2S, qui est un super petit switch qui est génial parce qu'en fait, il y a 4 ports Ethernet qui coûtaient 32 € avec 2 gigas de mémoire quand je l'avais acheté. Donc super carte, par exemple, pour faire du 2 gigabits Ethernet, 2,5 gigabits Ethernet. Quand cette partie-là marchera dans le noyau officiel, moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le noyau officiel et pas le support qui est fourni par la carte. Mm. Donc effectivement, pour cette carte, le fabricant a complètement oublié de partager ses schématiques. Alors que pour l'autre carte, la Orange Pi RV2, on a les schématiques. Alors, je sais pas, je les ai relancés, j'ai essayé de faire jouer mes contacts. J'ai pas eu la moindre réponse. Donc, il faut un peu deviner ce qu'il y a sur la carte en espérant que c'est un peu similaire à celle qu'on connaît. Alors, Donc, ouais. Et ce qui est vraiment intéressant, en fait, et c'est un point qu'on n'a pas forcément conscience, c'est que pour faire un portage comme ça, très bas niveau d'un noyau ou d'un OS, il faut quand même avoir accès à un certain nombre de choses pour le faire, et que c'est pas forcément très naturel à faire. Mais c'est ce que tu pointais un petit peu, et notamment dans le support pour la gestion du stockage, et tout ce qui est le format effectivement en format M2, du port M2. Hein. Oui. Donc, effectivement, pour le port M2, il faut le PCI Express. Apparemment, c'est pas si compliqué que ça. Et il y a des gens qui ont commencé à le faire fonctionner. Donc, ça, je vais tester. Ce qui manquait aussi beaucoup, c'était sur la carte RV2, c'était le support de la carte micro SD, enfin SD, quoi. Oui. Et ça, c'est embêtant pour booter, parce qu'on est obligé de booter à travers le réseau sinon, et Mm. on n'a pas de stockage par défaut par ailleurs, ou sur de l'USB. Et Mm. donc, il y a quelqu'un qui travaille justement là-dessus. Il y a des patchs qui sont en train d'être revus dans le noyau Linux. Donc, on peut s'attendre à ce que dans la version 7.1 du noyau Linux,
on ait enfin cette prise en charge-là qui va débloquer plein de choses, parce que ça sera vraiment plus facile de travailler avec cette carte. Donc en fait, si on comprend bien ton travail, en fait, il faut aussi bien être dev qu'être très proche du matériel. Ouais, ça c'est vrai qu'il faut comprendre un peu comment fonctionne le matériel. Quelque chose qui est important à comprendre si vous voulez vous lancer là-dedans, c'est le format device tree qui décrit le matériel. En fait, le matériel, c'est un ensemble c'est le processeur et puis un ensemble de périphériques qui peuvent pas être forcément détectés par le processeur parce que il n'y a pas toujours un bus pour les détecter. Donc, pour ce qui est le PCI, tout ce qui est USB PCI, qui est derrière ces bus-là, c'est le bus qui s'en charge, donc pas de souci. Et par contre, pour le contrôleur PCI ou le contrôleur USB, ils sont sur la carte, mais il faut les décrire en fait pour dire voilà, il y a ça qui est présent, ça qui est présent. Le port série, c'est pareil. Donc, il y a plein de choses qui doivent être décrites. Et donc, c'est là qu'on a besoin, on a besoin des informations techniques sur la carte, savoir un peu comment c'est connecté, etc. Donc, comprendre le device tree, c'est vraiment une chose importante. Oui, en fait, pour celles et ceux qui connaissent pas ou très peu ce genre de board, tu as le SOC qui va inclure un certain nombre de choses, un certain nombre de composants de modules, et par contre, tout le reste est à l'extérieur du SOC. Et c'est ce qui peut poser problème quand les schémas ne sont pas ouverts ou quand les accès ne sont pas connus. Exactement, parce qu'effectivement, le SOC, le système on-chip, quand on a de la chance, il est déjà pris en charge par d'autres cartes similaires dans le noyau Linux. Et donc ça, c'est facile, on a déjà tout le bagage qui est là, qui est partagé avec d'autres cartes. Par contre, effectivement, pour les autres parties, ça peut être compliqué. Donc on a un peu les deux choses, parce que quand le processeur est un peu récent, là c'est le cas de la société SpaceMeet en Chine, effectivement, il y a certains composants, on ne sait pas comment ils sont connectés, on ne sait pas quels sont les différents régulateurs, tous les différentes, comment les arbres d'horloge sont connectés au niveau de la carte. Mais voilà, on a aussi des blocs comme le contrôleur de carte SD, par exemple, qui n'était pas pris en charge. On avait juste la IMMC. Donc ça, c'est une espèce de SD soudé sur la carte, mais on n'avait pas ce morceau-là. Donc effectivement, il faut un peu comprendre ces choses-là. Mais après, pour mitiger les choses, quand vous commencez à comprendre un device tree, c'est quand même un langage texte qui est assez explicite. Une fois que vous avez compris ça, vous pouvez vous amuser, beaucoup apprendre, prendre une nouvelle carte et puis imiter une autre description d'une carte similaire et commencer à faire marcher votre carte, donc avec le noyau officiel, je veux dire, parce qu'il y a toujours un support Linux qui est fourni par le fabricant. Et vous pouvez déjà faire booter votre carte sur le port série. Et ça, c'est pas très compliqué. Et on rajoute les choses petit à petit. Et c'est vraiment assez addictif et très, très gratifiant de rajouter les morceaux qui manquent peu à peu. Et donc, c'est ce qu'on est en train de faire avec la communauté sur ces cartes-là. Et ça prend combien de temps pour porter effectivement une version est-ce que tu peux nous donner une idée de temps qu'il faut pour une équipe de quelques devs? Oui. Pour faire un portage, alors ça dépend de la prise en charge du processeur, du SOC dans le noyau. Si tout est déjà fait, on parle de maximum 2-3 semaines, je crois, de travail. Et encore, ça peut être même en une semaine. Je me rappelle, moi j'étais chez un client, le noyau fourni par le vendeur, c'était une catastrophe, ça ne bootait pas, etc. Je leur ai dit, écoutez, laissez-moi quelques heures, je vais déjà vous montrer que cette carte, elle peut booter assez facilement en m'inspirant, en utilisant ce qui a été fait pour les cartes qui sont similaires. Donc, ça va de quelques heures, en fait, pour avoir déjà la carte qui répond. Vous pouvez connecter sur la carte, sur une ligne de commande et faire 2-3 trucs, et même peut-être lire un USB, etc., jusqu'à plusieurs semaines, voire plusieurs mois s'il faut vraiment faire toute la prise en charge du processeur qui serait nouveau. Donc là, il y a beaucoup de boulot. Je pense par exemple, puisqu'on parle de RISC-V, il y a le K3 de SpaceMeet qui est sorti, et les premières cartes commencent à arriver. Et c'est un processeur avec la fameuse instruction RVA23, qui est lui pérenne, en fait, qui a pas mal d'extensions qui sont intéressantes et qui avait été un peu popularisé par Ubuntu, Canonical, qui avait dit qu'ils allaient ne plus prendre en charge que ce matériel RISC-V précis. Donc, de quelques journées à quelques mois, heureusement. Alors, il faut aussi noter qu'au niveau noyau, à chaque version,
Le support de risque 5 évolue, notamment au niveau hardware, et au fur et à mesure, ils rajoutent des choses, ils complètent des choses, ils modifient des choses, hein. Exactement, donc moi j'attends à chaque fois avec impatience la nouvelle version parce qu'il y a des nouveaux drivers, en fait, des nouveaux pilotes pour certains composants qui sont rajoutés, donc ça permet de faire la prise en charge des cartes. Quand on travaille sur une carte en particulier, c'est un peu difficile des fois de soumettre du code. Enfin, on peut soumettre du code pour la version courante, mais si on veut travailler avec la version qui est en cours de développement, c'est un peu compliqué parce que les différents morceaux de code, des fois dont on a besoin, se retrouvent dans différentes branches, Mmh. différents arbres de contribution Git, et on a une base un peu instable sur laquelle on pourrait soumettre nos patchs. Donc c'est plus simple de travailler Mmh. sur la version stable. Donc moi j'attends toujours avec impatience la RC1 du noyau suivant, enfin dès qu'il est sorti, Mmh. parce que c'est là que Linus Torvalds, le mainteneur, a intégré ce qui vient des contributeurs, en particulier pour les blocs matériels, en fait, pour Mmh. les pilotes. Mmh. D'accord. Et ce que tu disais durant ta session, donc, bon, on est toujours à la FOSDEM, que le support officiel du constructeur de ces cartes-là, je crois que c'était du noyau et de Yocto aussi, je crois, je sais plus, je n'ai plus pas les slides sous les yeux, Mhm. était très, très en retard et qui n'avait pas bougé depuis X mois. Oui, c'est ça, je crois. Alors, j'ai pas non plus les chiffres en tête. Je crois que c'est pas si mal que ça, mais c'est quand même très vieux. C'est du 6.1, je crois, pour le Mmh. noyau. Peut-être du 6.5 maintenant, mais des noyaux qui ont plus de 2 ans. Et Mmh. surtout, ce qui est frappant, en fait, c'est que ça coïncide, la version du noyau coïncide avec la date de publication du matériel. Mmh. Et donc, le constructeur a publié son matériel, Mmh. son BSP, son logiciel, et puis voilà, il passe à autre chose, en fait. Et donc, Mmh. c'est vraiment pas, Mmh. c'est pas du tout gérable. En fait, Ouais. il y a pas d'implication Mmh, 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 mmh. du fabricant de matériel. C'est juste, en fait, une référence dont on peut s'inspirer quand même, hein, pour faire des Mmh. choses. Mais la façon dont c'est codé, c'est vraiment, vraiment fait un peu à la Mmh. va-vite, en fait, Ouais. pour faire marcher le matériel. Mais on peut pas vraiment, Mmh. le code n'est pas réutilisable directement Mmh. parce qu'on n'utilise pas les mêmes descriptions du matériel, Mmh. on n'utilise pas les mêmes drivers, donc il y a plein de propriétés, par exemple, qui sont pas les mêmes. Ouais. Mmh. Donc, c'est pas vraiment utilisable. Mmh. Et surtout, si vous voulez faire un produit avec, bah, c'est une Ouais, catastrophe parce qu'il n'y a pas de mise c'est à jour de ouais. Mmh. sécurité. Est-ce que en fait, est-ce que toi-même ou l'ensemble des communautés qui travaillent autour de ça, travaillent bien avec un certain nombre de constructeurs, moins bien avec d'autres, hein? Bah, là, tu as donné l'exemple ici, Mhm. mais je présume que c'est très variable, en fait? Ah oui, complètement, effectivement. Moi, je connais effectivement en particulier ce fabricant SpaceMeet, là, et je vois des gens qui contribuent en leur nom sur le noyau officiel, donc ça, Mmh. c'est génial, c'est vraiment assez nouveau, en fait, hein, je trouve. Après, il y a d'autres system on chip pour lesquels on a quand même aussi des contributions. Je pense à Microchip avec leur PolarFire. J'ai vu des contributions. Là, j'ai la carte BeagleFire de SpaceMeet, de BeagleBoard, pardon, qui est intéressante. Il y a du code, et le noyau actuel, la dernière version, prend bien en charge cette carte aussi. Par contre, effectivement, on a d'autres trucs, c'est plus du code qui est là, et on n'a pas du tout comme je disais, d'intervention Mmh. du fabricant pour l'améliorer. Et donc, ça fait c'est des cartes qui sont relativement peu utilisables, moi, je trouve, dans des conditions réelles, hein, parce qu'on n'a pas de mise à Mmh. jour, on n'a rien, et on n'a pas envie non plus d'investir pour corriger des vieilles versions enfin, pour moi, le backport, c'est investir dans le passé, en fait. Donc, Mmh. je préfère prendre peut-être un tout petit peu plus de temps au départ pour travailler avec la communauté, mais après, tout Ouais. est beaucoup plus simple. Mmh. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques conseils à donner, à ceux qui nous écoutent, qui voudraient se lancer dans ce genre de chantier? Est-ce qu'il y a des tips comme ça qui te viennent en tête? Oui, avec plaisir. Donc, bah, j'avais fait une présentation, effectivement, celle du FOSDEM que j'avais fait dans la salle RISC-V, mais aussi dans la salle Linux embarqué. Et j'ai expliqué, en fait, quelles sont les étapes un peu à respecter pour commencer à contribuer au noyau, et puis aussi à Yocto. Et je disais un petit mot sur le chargeur de démarrage, parce que Mmh. c'est une partie importante aussi, qui peut être faite un peu plus tard, hein, ça, c'est moins grave. Mais donc, l'idée, c'est, effectivement, en imitant des cartes existantes, on peut vraiment apprendre beaucoup. En plus, on a des contributeurs, des mainteneurs, des reviewers qui sont là aussi au niveau de la communauté pour nous aider à avoir du code qui est bon. On a plein de checks
qui sont disponibles dans le noyau ou ailleurs, qui permettent de vérifier l'état de nos patchs avant de les soumettre. Et donc, effectivement, comme prérequis, je dirais, c'est bien d'avoir une compréhension un peu de l'embarqué, d'avoir peut-être se procurer une de ces cartes. Alors, soit une carte qui est déjà prise en charge pas trop mal, ou une carte qui vient juste de sortir. J'ai fait ça, par exemple, avec une carte Banana Pi Compute Module, le CM3, qui est à peine sorti, là, et qui est sorti il y a quelques mois. Et donc, ce que je vais essayer de faire, c'est de publier un device tree pour cette carte, de commencer à la faire marcher. Et si vous êtes les premiers, c'est génial, parce qu'il y a encore tout à faire. Et puis, il y a des gens qui sont prêts à vous aider aussi. Donc, voilà, acheter une carte, comprendre un peu le device tree. Et puis, effectivement, ce qui est utile aussi, c'est savoir comprendre comment démarre un Linux embarqué, comment ça s'enchaîne, comment le chargeur de démarrage va charger le noyau, et puis charger la suite, parce que ça permet vraiment de bricoler, en fait, vous prenez une carte existante, il y a l'image du constructeur, et hop, vous recopiez votre noyau dans un coin, et puis vous remplacez juste dans leur stockage, dans la carte SD qu'ils vous ont fournie, leur noyau par votre noyau, et le nouveau device tree par leur ancien device tree par votre nouveau device tree. Et ça, c'est pas très compliqué quand on comprend comment ça s'emboîte. On peut facilement remplacer, en fait, dans un système, un ancien noyau par un nouveau noyau. D'accord. Et je présume aussi que c'est toujours utile de lire un petit peu les docs techniques, s'il y en a, de la carte. Oui, bonne idée. Effectivement, ça permet de comprendre. Par exemple, une anecdote, mais c'est sur une carte Orange Pi, mais côté ARM, j'avais galéré parce que je n'arrivais pas à la démarrer sur la carte SDR, rien à faire. Et puis, jusqu'à ce que je me rende compte, en fait, que la carte démarrait par défaut sur une mémoire NOR, une mémoire flash NOR. Et puis, il fallait faire quelque chose pour éviter que ça se passe. Et donc, j'avais un jumper à changer ou un truc comme ça pour faire que la NOR soit ignorée. Et enfin, il puisse s'intéresser à ce que j'avais mis sur la carte SD. Donc, oui, c'est important. C'est savoir aussi comment connecter le port série. Ça peut vous aider avec quel débit. Autrement, vous allez perdre du temps. Oui, tout à fait. Écoute, un grand merci à toi. En tout cas, j'espère que ça vous a donné un petit peu envie de découvrir un petit peu ce genre de projet, le monde de l'embarqué et de Risque 5. Oui, vraiment, venez nous rejoindre. C'est une communauté très sympa avec des gens qui aiment bien partager leur expérience. On a toujours beaucoup de gens qui viennent revoir notre code aussi, donc nous aider à grandir. Et puis, on a aussi la communauté Yocto qui permet de facilement générer des images à partir de noyaux, etc. Donc, vous n'avez pas forcément besoin de comprendre comment une carte démarre vraiment pour commencer à contribuer à jouer avec une carte. Ça, c'est bien aussi. Super. Alors, on mettra aussi quelques liens que tu nous enverras en commentaire du podcast pour bien démarrer et puis effectivement, et puis aussi aller un petit peu plus loin. Et on mettra aussi en lien les sessions FOSDEM que tu as faites, comme ça, ça complétera un petit peu de notre échange de ce matin, qu'on a fait en français, voilà. Voilà. C'est possible, tout à fait. Voilà. Alors, mais effectivement, les interventions FOSDEM sont naturellement. Voilà. Mais je vous rassure, tes interventions à la FOSDEM sont très compréhensibles. Il n'y a aucun problème dessus. Voilà. En tout cas, un grand merci à toi. Merci à toutes et à tous. Retrouvez évidemment tous nos podcasts sur PodDev, sur Ocha, sur Podcast Apple, du Spotify, etc. Et aussi sur notre chaîne YouTube en format podcast. Un grand merci à toi et à très bientôt. Merci.